Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Youssef, qui est le fondateur d'Atom Accelerator. Alors, Atom Accelerator, pour faire court et simple, Youssef, tu compléteras, c'est une DAO qui a pour vocation de soutenir les projets de l'écosystème Cosmos. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, la première question pour rentrer dans le vif du sujet, c'est une question que j'apprécie beaucoup et qui nous permet d'introduire les choses. Comment, dans ton parcours, tu en es venu à la création d'Atom Accelerator? OK, c'est une question très pertinente. Bah, déjà, merci de me recevoir. Heu, Toujours, content de m'adresser à la communauté, cosmonaute francophone, donc ça fait plaisir. Sur le contexte de comment est-ce qu'on a créé la DAO, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir cette idée, la réponse, elle est assez simple. C'était, une une réaction directe à ce qui s'est passé avec la proposition 82, à propos de Atom 2.0, donc qui a échoué et qui a créé un vide, heu, on va dire au niveau des institutions de Cosmos qui était du Cosmos Hub, qui était dangereux et moi je cherchais, je voulais rester dans l'écosystème du hub, après ce qui s'est passé. De nombreux, je suis un des co-auteurs du white paper Atom 2.0 et la plupart des personnes sur ce white paper, avec la grosse désillusion, du rejet du vote, donc la plupart de ces contributeurs, on était environ 8, ont décidé de quitter, plus ou moins l'écosystème, pas Cosmos, mais le Cosmos Hub. Ils sont allés travailler sur leurs propres affaires et donc moi, j'ai vu, un danger, un gap qui était en train de s'installer et moi, je voulais rester travailler sur le Cosmos Hub, et donc j'ai identifié, le ce besoin-là qui était d'avoir un grant programme qui, à la base, a été un petit peu calqué sur, en toute transparence, sur ce que Osmosis fait. Donc Osmosis a un programme de bourse qui s'appelle OGP, Osmosis Grant Programme. Donc j'ai un petit peu analysé leur structure, comment ça fonctionnait, et cetera. Et je me suis dit: «Bon, c'est une très bonne idée de faire ça», parce que je pense que le gros risque qu'il y avait après Atom 2.0, c'était une sorte d'exode de la communauté, de développeurs et un programme de bourse, c'est la meilleure façon de garder les gens dans l'écosystème. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'était simplement que, heu on a identifié qu'il y avait un autre vide, au niveau du Cosmos Hub, qui était qu'il n'y avait pas une seule organisation dans tout l'écosystème qui était 100% alignée sur le Cosmos Hub. Donc si on regarde la fondation, donc le Interchain Foundation, ils sont pas spécialisés sur le hub, ils sont spécialisés sur ils sont pas spécialisés, ils sont sur tout le Cosmos. Heu, donc je trouvais ça quand même assez étrange qu'une économie, avec une valorisation de 3 à 4 milliards de dollars à l'époque où on a fait ce programme, n'avait pas une organisation dédiée à 100%. Et quand je dis dédiée à 100%, c'est qui est la propriété. Donc ce DAO-là, qu'on s'entende, qu'on soit clair, et il ne m'appartient pas, il n'appartient à personne, il appartient à Atom. Donc si la communauté décide de retrouver les fonds et euh, d'arrêter cette structure, ben, on va rendre l'argent et puis on repart à zéro. Donc voilà le contexte. C'était vraiment avoir une organisation alignée et répondre au gap créé par Atom 2.0, et nous assurer qu'il n'y ait pas d'exode au niveau de la communauté des développeurs et qu'on rende le hub, encore une fois, attractif pour les développeurs pour qu'ils aient envie de rester bâtir. Ouais. Et donc du coup, concrètement, comment ça se passe? Les projets des projets sur Cosmos vous contactent et vous les sélectionnez. Est-ce que vous avez, des secteurs, privilégiés que vous sélectionnez? Est-ce que vous vous orientez vers une stratégie, plutôt vers les institutionnels ou à l'inverse plutôt vers des startups? Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire en année 1, qui se termine d'ailleurs le mois prochain, enfin, année 1, c'est C'était en fait, une on de a. mes questions exactement. En plus, c'était parce que la période va bientôt se finir et on va faire remonter cette question. Après, est-ce qu'il y avait déjà des projets sélectionnés après cette période? Qu'est-ce que tu avais en tête, en tout cas, vu que cette période allait bientôt se finir? Je Oui, crois le mois alors, prochain. ouais, alors en termes de c'était quoi, le type de projet sur lequel on mettait l'accent, heu, sur notre site web, donc il y a 8 catégories. Hem
C'est ça. Donc, la shared security, la zone Atom, donc Atom Economic Zone, tout ce qui est business development, gouvernance, bien public, ça a été très important. Recherche, comme vous le voyez, tout ce qui est événements, marketing, éducation et d'identité décentralisée. Maintenant, ça, c'est, on va dire, des points de repère. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas financer autre chose. Si on voit un projet qui applique une équipe qui est solide, avec un projet qui fait du sens, mais qui n'est pas dans une CVI catégorie, on va quand même le considérer. Mais on va dire qu'à présent, je pense que 95% des projets qu'on a financés étaient dans une de ces catégories. Maintenant, je pense que de manière très conceptuelle, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est en année 1, de ratisser large. On voulait juste tester l'appétit des contributeurs et des développeurs autour d'Atom et autour du Cosmos Hub. Donc, on ne voulait pas mettre de contraintes trop rigides qui auraient fait en sorte que le pool de candidats aurait été, je ne sais pas moi, divisé par deux. Et donc, ça, c'est notre première priorité en année 1. On avait deux priorités. Donc, la première, c'est vraiment simplement de sonder l'appétit, okay, et voir c'est quoi le pipeline de projets qui rentrent. Est-ce que c'est plus orienté gouvernance? Est-ce que c'est plus orienté wallet, etc. Et le deuxième objectif qu'on avait, c'était d'améliorer l'économie du token, donc les tokenomics d'Atom. Donc, le deuxième point, je pense qu'on l'a bien adressé, c'est en cours de route si les gens suivent parmi l'audience. On a publié ce qu'on appelle je pense qu'en français, c'est un appel d'offres, dans lequel on a 13 équipes ont postulé. On a retenu 3 équipes qui sont de très, très bonnes équipes, qui sont réputées mondialement, donc Blockworks Research, qui est un des principaux médias crypto, heu, Binary Builders, qui est, une des plus grosses, firmes d'ingénierie dans le cosmos, qui est le le le, le principal responsable du maintien du Cosmos SDK. Et la troisième équipe, c'est une équipe d'académiques en Australie qui s'appelle, Royal Mountain, Institute of Royal Melbourne Institute of Technology, qui sont spécialisés dans la blockchain. Donc, ces trois équipes-là travaillent de concert. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une approche modulaire euh, qui était un clin d'œil à Atom 2.0. On voulait faire le contraire d'Atom 2.0, qui était un all or nothing. Donc ça, c'est la seconde partie, c'est tokenomics. On a fait un RFP, donc un appel d'offres qui est en cours. Et ça, c'était super important pour nous. C'était de loin la grant la plus importante parce que si ce travail est bien fait et que ça passe la gouvernance, on va avoir des changements très profonds sur le tokenomics d'Atom et donc l'impact pour toute la communauté et pour la DAO, l'impact est énorme. Et donc la première partie, comme je l'ai dit, qui était euh, de sonder l'appétit. Maintenant, pour l'année 2, on va y aller beaucoup plus granulaire, parce que maintenant qu'on a une meilleure idée de c'est quoi, qu'est-ce que les gens veulent postuler, on a une idée beaucoup plus précise. Et ce qu'on va faire en année 2, c'est que une partie du budget qu'on donne pour ces bourses, on va progressivement le migrer. On va aller de open grants, donc des bourses ouvertes dans lesquelles les gens postulent pour une C8 catégorie, à quelque chose de beaucoup plus planifié et beaucoup plus stratégique dans lequel on va avoir quelqu'un de notre équipe qui va faire de la recherche pour identifier c'est quoi ces bourses à valeur stratégique et ensuite commencer à publier ces appels d'offres. Donc, on passe en fait de bottom-up à top-down. On inverse complètement la pyramide parce qu'on s'est rendu compte à travers ces 9 premiers mois que la valeur, elle est beaucoup plus intéressante à aller chercher quand il y a une planification stratégique derrière versus simplement quand on reçoit des applications sur une de ces 8 catégories. Ouais, Donc, ça veut pas. puis sa Ouais. structure, c'est bien pour la structure, c'est bien en tout cas de changer le modèle économique et de s'orienter vers une solution comme ça. C'est peut-être cool de proposer en tout cas des solutions et après, que ce soit voté, de toute façon, c'est toujours le meilleur. Après, si ça prend du temps si ça a été rejeté le vote, je crois ZZX, il disait que il aimait bien toutes les lois dedans, mais pas la dernière parce que, en gros, c'était, tuer tout le monde. Donc, il était pas d'accord. Mais il disait, toutes les autres, j'étais d'accord.
Donc c'est vrai que, ça prend plus de temps, mais c'est peut-être parce Ouais, que c'est décentralisé, parce que ça reste jeune, parce que, faut pas se planter non plus. Heu et après faut se demander, est-ce que tout le monde doit voter à chaque fois sur qu'est-ce que tu en penses de cette gouvernance? Ou est-ce que tout le monde doit voter? Ou est-ce que ça doit être réservé à une partie? À chaque fois, mmh, je me pose la question, est-ce que tout le monde a vraiment, mmh. pas le mérite, mais est-ce que tout le monde doit vraiment voter ou tout le monde suit pas une Bah, par tendance? par Ouais, définition, ouais. avec l'anonymat de la blockchain, tu sais pas qui est tout le monde. Exactement, mais Et parfois c'est ça prend peut-être des positions fortes. ce qui te gêne de savoir qui est une baleine, qui l'est pas, qui l'est Oui, oui, mais je parlais de peut-être certains validateurs, en tout cas, qui se positionnaient ou pas. En fait, Ou c'est une très bonne, remarque, Antoine. En fait, ça, c'est un des premiers. J'avais mentionné, 2 objectifs à la base de la DAO, mais en fait, il y avait un troisième objectif qui était l'objectif potentiellement le plus important, eu égard au contexte de l'époque qui était moi, j'ai toujours dit: «On ne peut pas avoir tout le monde qui vote sur tout» et je le pense encore et c'est l'une des raisons de la création de ce DAO parce qu'on voulait dire: «OK». Il y avait une proposition de gouvernance à l'époque, d'un validateur que je ne nommerai pas, qui avait demandé 3000 atomes pour faire des vidéos. OK. Moi, je pense que ça faisait aucun sens. Je pense que de demander ça via gouvernance. Moi, je pense que la gouvernance, ça doit être quelque chose de vu comme un parlement. Le parlement d'un État-nation, on ne demande pas n'importe quoi. Quand on fait une demande, il faut qu'il y ait de l'impact, il faut que ce soit bien étudié, etc. Et donc, c'était la raison, l'une des raisons de la création, c'est de se dire de créer une sorte de funnel où tout ce qui est petit et moyen, comme demande financière, comme demande d'aide financière, bah, ça passe à travers nous. Parce que sinon on pollue la gouvernance publique. Et moi, la gouvernance publique, je pense que c'est quelque chose de très noble. La gouvernance d'Atome, c'est une des plus prestigieuses dans le domaine de la blockchain et de la crypto. Et donc, venir polluer ça avec des petites demandes à chaque fois, dans lesquelles les gens ne sont pas impliqués. Le pire, c'est pas juste qu'on pollue, c'est que les gens ne sont pas, les validateurs ne sont pas équipés pour étudier ces projets parce que ces validateurs-là, généralement, ils valident aussi sur d'autres blockchains. Leur temps est précieux. Et si on commence à les embêter avec des demandes de 5 000, 10 000, 20 000 atomes, euh, sur lesquels ils ne sont pas équipés, ça leur bouffe de la bande passante pour qui les empêche de travailler sur les autres projets. Et c'est beaucoup mieux d'avoir une structure dédiée, comme nous, comme l'accélérateur, qui est capable de faire de la vraie vérification diligente. Donc nous, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on reçoit un projet, on a deux personnes qui sont là, qui passent plusieurs heures à revoir la documentation, à faire ce qu'on appelle du rescoping, donc négocier un meilleur scope, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur le forum du Cosmos Hub. Et donc, c'est une des raisons aussi de pourquoi est-ce qu'on a créé ce grand programme pour, en fait, enlever un peu de cette pollution, enlever un peu de ce spam et avoir une structure dédiée qui gère ça de manière plus efficace. Très intéressant, merci Youssef. C'est vrai que je suis passionné par la gouvernance parce que c'est l'un des écosystèmes, on va dire Ethereum, c'était très cher à l'époque et en layer 2, en tout cas, quand on avait, je trouve la stratégie des airdrops est une bonne stratégie pour ramener des utilisateurs, même si Mmh. côté, il y a pas assez de marketing comparé par exemple à Solana, sur Atom et donc il y a peut-être ça se fait moins connaître. Mais la stratégie du airdrop, tout de suite, on a des jetons et du coup, on s'intéresse au projet, puis on peut voter à des proposals. C'est l'un des premiers écosystèmes où je me suis intéressé et j'en ai lu. Mais après, c'est vrai que je trouve qu'il y a une structure à mettre en place, parce que c'est difficile à comprendre. On vote comme ça, oui, non, sans vraiment avoir compris et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, sur la mise en forme mais ça peut intéresser après, je me dis, pas mal, d'institutionnels, vraiment que ce soit, des messages très clairs et en tout cas qu'il y ait une mise en forme à chaque fois et que les projets doivent, respecter cette, mise en forme sur les proposals afin que ce soit, le plus clair possible et c'est vrai que c'est cool aussi, d'avoir, vos outils, et là, pour l'instant, il y a combien de projets, enfin, il y a combien de projets que vous avez sélectionnés? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, en tout cas? Oui, Heu, oui. Alors on a reçu, environ un peu plus que 200, je dirais 210-220 applications au total, et on a approuvé au moment où on se parle, 26, plus il y en a
4-5 autres qui arrivent. Donc, on va dire, on est à 31 sur 200. Donc, on a environ 15-16% de taux d'acceptation qui sont répartis à travers les différentes catégories. On a vu beaucoup d'intérêt sur la gouvernance. Donc, ça, c'était, si vous allez sur le dashboard, ouais, vous allez voir les catégories. La gouvernance est une catégorie qui occupe pas mal d'espace. Donc, 2,2 millions en ce moment d'investissements sur lesquels on a fait un commit. Donc, on n'a pas déboursé ce montant au complet. Euh, et donc, c'est ça. C'est Là, ça dit impressionnant. 23. Il y a ouais. Ouais. Et est-ce que justement vous avez remarqué, parce que tu disais qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour la gouvernance dans les demandes que vous aviez eues, etc. Est-ce que ça fait 1 an donc que vous existez? Est-ce que tu vois une différence, justement, une évolution de cette demande par rapport au début de l'année dernière, qui était un petit peu moins catastrophique sur les marchés, on va dire? Ou Ouais. est-ce que pour le moment, vous avez été full gouvernance depuis le début? C'est-à-dire que moi, la chose qui me dérange un petit peu sur cette histoire de gouvernance, de bourse par rapport à la gouvernance, c'est que c'est des projets intéressants, mais des fois qui vont pas toucher vraiment, qui vont apporter une valeur moins intéressante versus si on prenait une page blanche et qu'on rédigeait nous-mêmes tout ce qu'il y a à faire pour la gouvernance et qu'on publie un appel d'offres ou qu'on donnait ça à une équipe. Donc, c'est très fragmenté et c'est ce qui pose problème et c'est pour ça qu'on veut justement bouger un peu plus, migrer un peu plus vers ce modèle où nous-mêmes on définit c'est quoi ce dont, par exemple, je vais vous donner des exemples. Le vote aujourd'hui, il est binaire. Donc, c'est oui ou non. Donc, ça, c'est problématique parce que ça ne permet pas de capter une certaine nuance. Il y a pas cet éventail de nuances. Donc, par exemple, si on veut voter pour, euh, supposons qu'on veut voter pour une équipe ou supposons qu'on veut voter pour une personne qui va être à la tête de telle organisation dans le Cosmos Hub. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire par exemple, ce qu'on appelle le classement par Mm. ordre, donc premier, deuxième, troisième, Ouais. quatrième, on n'a pas ça non plus. Donc, c'est des petites subtilités qui, en apparence, sont minimes, mais qui dérangent énormément au niveau de l'espace, de ce qu'on peut faire en termes de design. Donc, ce qu'on veut faire l'année prochaine, c'est vraiment faire des appels d'offres euh, qui prennent en considération tout un éventail de choses stratégiques qu'on peut faire à travers un seul grant, au lieu d'avoir tout ça, cette fragmentation de telle personne veut bosser sur tel aspect très spécifique, puis là, telle autre personne qui n'a pas coordonné avec celle d'avant veut travailler sur un autre spécifique qui est complémentaire, etc. Ben, pourquoi ne pas rassembler tout ça autour d'une thématique et, travailler. Donc, ça serait ma réponse à ta question, Magali. Ah, super. Et j'avais une question moi aussi par rapport au airdrop. Là, il y a eu le nouveau airdrop sur Celestia par rapport aux utilisateurs qui avaient testé le VM. Et, euh, et je trouve ça intéressant, en tout cas, de récompenser ces utilisateurs. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de parachutage sur l'écosystème Cosmos, qui est Ben, différente de tous les autres? En tout cas, c'est une première. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et si on a été retenu, c'est cool. Mais c'est innovant. Et du coup, à chaque fois, j'aime bien regarder les choses nouvelles. Et qu'en penses-tu? Bah, et il y a 2 façons de répondre à cette question et la réponse avec mon chapeau, Cosmos Hub, donc Atom et puis ma réponse en tant que simple cosmonaute, donc l'écosystème Cosmos en général. Donc la réponse avec mon chapeau de Atom Accélérateur, c'est que c'est très positif pour Atom parce que Atom est toujours super bien positionné sur le airdrop parce que c'est le plus vieux token, c'est ce qu'on appelle le native token de Cosmos et donc c'est une façon, pour les gens de rester dans Atom, de ne pas vendre leur position parce que justement, plus ta position dans Atom est large, généralement, ça va être proportionnel à ce que tu vas recevoir en airdrop. D'ailleurs, si on fait le retour sur investissement de quelqu'un qui possède le token Atom, il n'y a jamais vraiment d'études sérieuses qui ont été faites pour voir, OK, mais si on inclut tous ces airdrops, il
Osmosis a été donné comme à la communauté Atom. Juno a été donné. C'est des projets qui ont fait x50. Il y en Et il a y a eu des gens beaucoup, qui ont hein. fait de l'argent. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent. Si, ceux qui ont vendu à temps ou ceux qui sont sortis avant le début du bear market ont fait beaucoup Mais d'argent il y a quand avec. même une étude qui montrait que, en fait, fallait pas vendre, au plus bas. C'est beaucoup de snaps ont été faits, Ouais. dans des périodes où, l'atome était vraiment, dans enfin, au plus bas et du coup, c'est vraiment pour les holders, ceux qui avaient vraiment la confiance et qui sont là pour à long terme et je trouve intéressant quand on regarde la plupart des snapshots, Ouais. c'était vraiment dans des, périodes bien choisies où on sent vraiment ceux qui sont là pour vraiment, dans la durée et Oui. très intéressant de regarder vraiment les périodes. Tout à fait. Mais c'est-à-dire oui, non, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Antoine. Mais c'est-à-dire, pour en revenir à mon point, c'est que le retour sur investissement pour quelqu'un qui possède le token Atom ne peut pas juste être calculé sur Atom lui-même. Parce que c'est peut-être le seul projet, le seul token peut-être dans toute la crypto qui te qualifie automatiquement, quasiment, à des airdrops d'autres projets. Et ça, quand on fait le calcul, ça devient très, très intéressant pour ceux qui ont pu vendre pas Atom, mais vendre leur Non, oui, airdrop oui, à des mais bons. j'en reviens quand même à cette question que je me posais parce que j'aime bien, parfois on peut aller sur, Dex, Screen et on peut observer tout de suite, tout l'écosystème Atom et de regarder les projets qui ont superformé Osmosis ou Atom et sur ma liste dans la réalité, j'en vois pas beaucoup et il y a quand même Engine Protocol, Kijira, il y a quelques projets, mais ceux qui ont vendu tout de suite le airdrop et bah, du coup, ils ont pris plus de bénéfices à ceux qui, sont là pour la durée, mais ça a quand même été divisé par, voilà, par quelques chiffres et je me demande si quand même les airdrops, il y a quand même des jetons qui sont moins Mmh. vendus et faut, quand même que, les personnes qui le touchent, aient un intérêt à le garder pour, voter, pour participer, pour, mettre en pool, mais ne pas le vendre contre, Ouais, de moi CC. je pense que sur les airdrops, c'est encore très tôt. Il y a des projets qui ont été, heu innovant, mais je pense que l'exploration, elle en est encore au tout début et il faut trouver des façons, de garder le public qui reçoit le airdrop engagé et il y a des façons aujourd'hui de dire: «Ben, tu ne peux pas vendre, c'est loqué» et je pense que ça, c'est la façon de faire parce que je pense qu'il y a une évolution dans les airdrops parce que la première génération d'airdrop, tu recevais ça, puis tu pouvais tout de suite le vendre et le swap, puis en tirer 50 $, 100 $, 20 $, 10 et cetera. Aujourd'hui, maintenant, il y a des projets qui, par exemple, Neutron. Neutron, moi, j'ai pris mon airdrop, mais il était bloqué pendant, je pense, 3 ou 6 mois et ça permet au projet de se bootstrap et ça permet aussi au projet de réduire un peu la volatilité. Parce que déjà, un projet à la base qui vient de naître, donc le airdrop est fait, par définition, par design, il est très volatile. Mais si en plus on rajoute la volatilité causée par le airdrop, ça devient extrêmement dangereux. C'est des swings de plus 80%, moins 50%, etc. Donc dire, OK, bah, si 30% de tout le supply, de toute l'offre, elle est en airdrop et qu'elle est lockée pour 6 mois, bah, au moins on sait qu'il n'y aura pas de volatilité sur ce 30%. Donc ça, c'est des façons intelligentes de faire. Mais Non, je mais c'est pense des bonnes aussi, stratégies. On en parlait avec ZZX par rapport à Stride et Quicksilver. J'apprécie beaucoup, il y a aussi ce liquide staking où je trouve que c'est à l'encontre de base de pourquoi je me suis intéressé à Cosmos. Au bout d'un moment, il y avait Ethereum qui changeait, qui passait au POS et Cosmos est déjà en POS. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, j'aimais bien Cosmos» et le liquid staking, c'est quand même à l'encontre de bloquer ses jetons. C'est pour être tout de suite, de pouvoir sortir ou faire plus de rendement. Mais c'est quand même à l'encontre de prendre des jetons et les déléguer et de dire, pendant une période donnée et bah, je peux pas les récupérer, peu importe si ça fait -10, -15, -5 et et plus cette possibilité, oui, parce qu'il y en a besoin, il y a des use cases, mais je suis pas super fan, en tout cas, parce que je dis au départ que c'est à l'encontre de l'écosystème, de la vision qu'on m'avait vendue et j'ai un peu du mal avec ce liquid staking. Mais pour en revenir au airdrop, c'est je trouve que Stride a vraiment déployé,
énormément et j'ai bien aimé en tout cas son airdrop et par rapport à Quicksilver, bah, c'est pas pareil. Le code même apparemment s'il a été implémenté, par Stride et qu'ils l'ont un peu copié, hem, bah, ça a marché et c'est vrai comme tu dis, bah, les stratégies de airdrop, faut les prendre en compte parce que, voilà, parfois ça permet de prendre un peu d'avance, un peu d'exposition et de conquérir, les personnes et après ne change pas, de protocole. Bah, les airdrops, moi, je pense que pour que ça puisse continuer comme ça, parce qu'il y a pas mal de théories sur le sujet, de théoriciens qui disent que c'est pas soutenable à long terme et que, on va finir par trouver autre chose. Mais je pense que pour rendre ça soutenable, heu, il faut ne pas, trop déstabiliser le prix. Donc ça peut être réglé à travers, des périodes de lock-up. Mais 2, peut-être encore plus important, les airdrops à la base, c'est pour essayer de trouver des utilisateurs, pour qu'ils commencent à utiliser le produit. Donc s'il n'y a pas Mmh. de règles par rapport à ça, c'est-à-dire que tu fais juste venir réclamer ton airdrop, puis prendre l'argent, même après la période du lock drop, supposons qu'il y a une période de 3 mois, OK, dans lesquels les fonds sont bloqués. Mais si après 3 mois, moi, je suis capable de prendre mon argent et de le swap tout de suite et partir, ça n'apporte pas vraiment de valeur à l'application. Par contre, s'il y a, un programme d'incentive qui fait que, heu, pour pouvoir claimer mon airdrop, je suis obligé de faire un certain nombre d'actions, à travers une certaine période de temps, pas uniquement à travers, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des airdrops maintenant où on va te dire: «Bah, tu dois participer à la gouvernance». Donc si tu participes à la gouvernance, voter oui ou voter non, tu as 20 du airdrop. Si tu stakes, tu as 30 du airdrop. Donc je pense que l'avenir, il est à ce niveau-là, mais même là où on est arrivé, c'est encore un peu basique. Je pense qu'il faut être capable de répartir ça sur le temps, de manière à ce que, quoi qu'il arrive, 100 du airdrop ne soit pas claimable. De manière à ce que tu sois obligé de rester dans l'écosystème, rester à utiliser l'application pour une certaine période de temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, avec la répétition, Mmh. là, tu as envie de rester tu commences à utiliser Oui, l'application parce c'est que intéressant de c'est ça. sélectionner en tout cas par rapport à des actions faites, c'est peut-être, ce qu'il faut en tout cas, ça oblige les personnes C'est à faire ça. à découvrir l'écosystème et de faire des actions C'est et ça. il y a quand même tout un changement aussi sur Atom avec, l'ICS, en tant que enfin, tu as évoqué aussi tout à l'heure Neutron. Que peux-tu dire, en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, enfin, c'est quand même tout un changement. En quelques mots, voilà, pour expliquer, pour éduquer. Sur le sujet de Sur l'ICS? l'ICS, sur l'Inter-Chain Security, si tu Ouais, peux, ouais, s bien s sûr, tout à fait. Donc, bon, ICS, c'est quelque chose qu'on appelle maintenant Replicated Security, donc la sécurité répliquée. Ça, c'est le nouveau nom. C'est un projet qui était, dans le pipeline depuis au moins 2 ans, voire 3 ans et qui voulait finalement faire du hub, ce que Polkadot est pour leur propre écosystème, à savoir, heu heu, louer ou donner de la sécurité à des projets qui sont beaucoup plus petits que le hub, Mmh. pour qui c'est difficile et coûteux de développer leur propre set de validateurs. Donc ça c'est l'audience type, on va dire pour le Cosmos Hub. L'audience, c'est pas d'aller chercher des projets qui ont une capitalisation de 500 millions ou d'1 milliard. C'est vraiment des petits projets, et qui cherchent aussi ces petits projets, ils veulent pas juste la sécurité parce que à la base, comment ça a été pensé, et là, ça me permet de faire un pont sur ce qu'on appelle la zone économique atome. En fait, la zone économique atome, c'est simplement une extension de la sécurité partagée. C'est juste ça. Parce que la sécurité partagée, si on se base juste sur ça pour construire le succès d'Atome, ça n'ira pas loin parce que la sécurité, à terme, va devenir une commodité, dans le sens que ça va devenir très peu cher et qu'on pourra aller chercher, il va y avoir plusieurs fournisseurs. Donc, il y a déjà Mesh Security avec Osmosis. Il y a même ailleurs quelque chose comme Layer avec le restaking, etc. Donc, les solutions, l'écosystème au niveau de la sécurité partagée, il est très dynamique, il est en train de se développer. Et donc, ça serait une erreur de croire qu'on peut se démarquer
et à ramener des affaires et du business simplement avec la sécurité partagée. Moi, ce que je dis toujours, c'est que d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aussi dans le paper Atom 2.0, c'est que la sécurité partagée, comment est-ce qu'on le voit? On le voit comme un point d'entrée dans le hub. Mais après, c'est peut-être le plus difficile à faire, c'est de convaincre ces équipes de rejoindre. Mais ensuite, il faut pouvoir apporter de la liquidité. Il faut pouvoir créer de la valeur. Et comment est-ce qu'on crée de cette valeur? C'est par exemple un petit projet, justement, qui a de gros problèmes à bootstrapper sa liquidité, lui dire, ben, écoutez, on va supporter ton projet, par exemple Neutron ou Stride, etc. Un exemple très simple, dans lequel on a été, l'Atom Accelerator a été partie prenante. On a, pour le, pour le hub, donc on a fait ça pour le hub, 450 000 atomes, qui était là, je pense, la proposition 800, qu'on a pris, que l'Atom Accelerator a pris. On est juste des custodians, donc on garde l'argent pour la communauté. Ce n'est pas notre argent, bien sûr. On a déployé 450 000 atomes, donc divisé en deux, donc la moitié en Atom, la moitié en ST Atom, qui est Stride. Donc ça, c'était une idée de Stride à la base. Si vous vous rappelez de on a d'ailleurs un membre de la communauté, je fais juste une parenthèse, qui demande ton avis sur cette fusion. Ok, bon, je vais répondre à la question de la fusion juste après. Mais Oui. ce qu'on a fait sur cette histoire de 450 000 atomes, c'est que on a créé une paire qui est atome-ST-atome, qui est une paire très importante de notre système. On a créé plus de liquidité, plus de profondeur. Ça veut dire que l'expérience de trading, elle est plus intéressante. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire et ça n'aurait pas été suffisant. Juste dire, si on était juste sur une optique de OK, c'est shared security et rien d'autre, ben, on n'aurait pas pu faire ça. Et ça, ce sont des choses qui apportent de la valeur et qui créent plus d'alignement. Donc, je pense que pour le hub, c'est très important d'être cet acteur qui est massif et qui permet à des plus petits joueurs qui rejoignent la sécurité partagée du hub de grossir et de se bootstrap. Notamment en termes de liquidité, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des tokens swap. Ça peut être, par exemple, pour le hub, de prendre plus d'exposition, plus d'équité financière dans ces projets. Par exemple, supposons qu'il y a 10 projets qui sont très intéressants. On peut dire, OK, ben, ces 3 projets-là, ils sont shortlistés. Par exemple, Stride, Neutron et tel projet. Et on dit, OK, ben, chaque année, on va mettre un pourcentage de l'inflation du hub ou de community pool pour acheter, pour accumuler des positions. Et c'est comme ça qu'on va créer plus d'alignement. Parce que pour moi, il n'y a pas d'alignement si on donne juste de la sécurité. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la sécurité va dire une commodité. Ça veut dire que si tu ne crées pas d'alignement, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un d'autre va créer de l'alignement et les chaînes que tu sécurises aujourd'hui vont simplement quitter et aller ailleurs. Parce qu'ailleurs, on leur offre de la sécurité, mais aussi des liquidités et des programmes d'initiative, etc. Donc, il faut vraiment qu'on voit ça comme la sécurité partagée est le premier layer. Et ensuite, sur ça, on doit créer des services. Donc, liquidité, mais pas que. Ça peut être autre chose. Sur ta question, Magali, de Stride, moi, j'étais pour, d'un point de vue, avec ma casquette de Cosmos écosystème. Pas forcément avec ma casquette Atom ou ma casquette. Moi, je possède les deux tokens. Je suis un grand fan de Stride. Je connais très bien leur équipe. On collabore ensemble. C'est une équipe brillante. Maintenant, quand la proposition est arrivée, je n'ai pas forcément vu l'impact que ça allait avoir sur Stride parce que moi, je voyais plus le net positif en termes d'écosystème parce qu'on est dans un bear market qui est terrible et je pense que ce sont des moments, les bear markets, qui sont propices à de la consolidation. Et donc, si on avait pu trouver une façon pour consolider la présence de Stride à l'intérieur du hub, et pourquoi pas même le faire avec Osmosis, parce que finalement, le hub n'a pas de contrat intelligent, il n'y a pas de smart contract. Mais si finalement, on est capable d'acheter, si le hub achète Osmosis et achète Stride, Osmosis c'est le plus gros DEX, Stride c'est de loin le plus gros, 90 ou 95% de part de marché dans le liquid staking, bah, on n'a plus besoin de smart contract. On devient vraiment le géant de Cosmos. Maintenant, ça a impacté le prix. Moi, je pense que c'est la communication qui n'a pas été bien ficelée, à mon avis. La manière dont ça a été annoncé à Cosmoverse, sans qu'il y ait un travail en amont, à mon avis. Il n'y a pas eu de travail en amont sur, OK, c'est quoi les pistes? Comment est-ce qu'on veut faire ça? Comment est-ce qu'on veut financer l'acquisition? Qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on fait avec les Stride token holders? Je pense que c'est des choses qui n'ont pas été suffisamment mûries
et ça a donné lieu à un mouvement de panique euh, qui a fait que le prix du Stride token est parti vers le bas. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que il doit y avoir un juste milieu, et le juste milieu, c'est simplement de faire des token swap. Et ça voudrait dire qu'on n'aurait pas besoin de faire disparaître le token stride. Parce que le risque avec faire disparaître le token stride, c'est que euh, l'équipe fondatrice de Stride euh, peut ne plus être alignée sur le protocole Stride. Par contre, si on garde l'équipe, on les force à garder du token Stride dans une large mesure, tout en faisant un token swap qui leur permet d'être plus alignés avec le hub, ben là, on a une solution où tout le monde est aligné et qui est plus graduel. Moi, je pense qu'il faut aller plus graduel parce que c'était un gros changement. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est commencer par dire, OK, le hub va acheter, par exemple, euh, 20% du supply. Okay. Commencer par ça, faire une première évaluation, voir est-ce que l'intégration se fait bien. Et si on voit que ça prend, ben là, se dire, OK, est-ce qu'on peut faire une deuxième tranche de 30%. Mais y aller tout de suite comme ce qui a été fait, je pense que c'était aller un peu trop vite en besogne et c'est ce qui est la raison de ce qui s'est passé. Moi, j'amène à la prudence parce qu'à chaque fois, c'était sur ce genre d'écosystème, j'ai pas vu encore un bad buzz, enfin un peu de bruit et un petit danger en tout cas, parce que l'UST, je me souviens que ça a fait beaucoup de mal à l'écosystème et pendant quelques mois, ça en a beaucoup souffert en tout cas. Donc ces solutions, c'est très dur finalement de garder aussi Atom sans le déléguer, simplement sur des wallets. C'est très difficile et parfois, on peut espérer du rendement juste en holdant et sans forcément déléguer, même si c'est pas dans l'intérêt. Mais rien que ça, c'est difficile. Ouais. Et parfois, bah, jouer, et faire mumuse avec le strike, c'est aussi, prendre encore plus de risques. Du coup, j'invite quand même à la prudence parce que c'est des écosystèmes qui n'ont pas subi encore vraiment des réelles attaques et faut voir ce que ça donne si, on découvre des choses. Enfin, on ne sait pas. Enfin, je reste toujours prudent à chaque fois sur, c'est nouveau. Alors il y en a besoin parce qu'on teste, c'est marrant, il en faut, mais faut créer des choses, nouvelles Mais par et contre, sur la question de acquérir des projets, encore une fois, il y a un juste milieu. Acquérir pour faire disparaître le token, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. En tout cas, on n'a pas encore fait nos preuves dans cet écosystème pour pouvoir arriver à ça. Par contre, je pense vraiment que, et encore une fois, on en revient au papier blanc Atom 2.0 qui était, OK, si le Cosmos Hub et le token Atom n'a pas de contrat intelligent, qu'est-ce que ça veut dire typiquement? Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de DApp sur le hub. C'est juste ça. Et ça a des conséquences très profondes, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'application. Donc, c'est quoi le produit? Le produit, c'est Atom lui-même, en tant que collatéral. Atom en tant que monnaie du cosmos, en tant que plus prestigieux token, plus ancien token dans l'écosystème, plus Mmh. respecté. Donc, le produit, c'est Atom. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le diffuser partout. Donc, aligné avec Stride, pour moi, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais la deuxième chose, c'est que qu'on voyait dans Atom 2.0 et pour laquelle moi je pousse toujours, c'est que Atom devient une sorte de VC décentralisé. Ça veut dire que Atom identifie, en tant que plus grosse capitalisation du Cosmos, identifie les projets les plus intéressants, soit les fait rentrer à travers la sécurité partagée pour ensuite investir directement en eux, avec une sorte de discrimination positive. Au lieu d'aller investir ailleurs, on va juste investir dans la sécurité partagée et les projets qui sont avec nous. Soit carrément considérer tout le monde, tout le pipeline, et prendre des participations. Je pense vraiment que c'est l'avenir d'Atom. Parce que si on n'a pas de contrat intelligent, mais qu'est-ce que Atom peut être alors à part prendre de l'équité il y a de la difficulté à processer ça, mais je pense que le plus tôt on va le comprendre, le mieux ça va être. Maintenant, il y a des façons graduelles de le faire. On ne peut pas juste acheter un projet au complet et faire disparaître le token sans étude préalable. Je pense vraiment qu'il faut y aller progressivement. Oui. non, c'est très intéressant, ce que tu dis, moi je suis aussi assez, bullish sur Atom, sur, la liquidité parce que c'est l'un des écosystèmes qui nous avec les frais pas chers, nous a amené à les farmers 2.0 là, pendant le dernier bull market. Mais on pouvait, facilement laisser ses jetons, sur Osmosis, et les frais étaient vraiment pas chers et ils le sont encore et c'est vrai que c'est un écosystème,
où il faut continuer à évoluer et il y a besoin de faire des smart contracts pour continuer à faire de nouveaux produits et si les frais restent pas chers, normalement, les utilisateurs, s'orientent vers des blockchains, où il y a de l'évolution, il y a des airdrops, il y a des nouvelles, il y a des projets NFT. Et ce qui est cool quand même avec Atom, c'est qu'il faut rappeler que le jeton, il est natif. C'est quand il part sur une blockchain, ça reste le même jeton et ça, c'est quand même, quand on voit l'activité, c'est moi, c'est ce qui m'épate à mes yeux et l'interchain. Je pense que plus tard, on s'oriente vers un écosystème, comme ça. Donc je suis vraiment bullish, sur cet écosystème. Puis on voit aussi, j'évoquais tout à l'heure l'UST, mais j'étais un peu sceptique, enfin pas sceptique, mais j'aime bien quand, le marché, des wallets, je discutais avec, Louis Gutmann de Starkware et on évoquait l'écosystème, Starknet et du coup en wallet, eux, il y a 2 wallets qui se partagent le marché. Je crois que c'est Bravos et Argent et moi j'ai toujours été fidèle à Keplr, sur Atom, mais il y en a eu des nouveaux après, via l'événement de l'UST. Je crois qu'il y avait Leap Wallet Ouais. qui est venu. Je sais plus, je crois qu'il y en a un troisième. Il y a Xify maintenant avec ZZX qui accepte de plus en plus de chaînes et ça aussi, ça accélère, l'adoption. Il faut pas que le marché soit, à un seul, à une seule entreprise, mais en tout cas, que ce soit réparti sur plusieurs wallets pour qu'il y ait une concurrence et ça, c'est vraiment quand on voit les évolutions de Keplr, c'est vraiment, fantastique. Après, ça reste toujours un peu complexe, mais il y a régulièrement des updates, donc ça reste quand même, très facile pour s'envoyer des jetons, d'une chaîne à une autre. C'est vraiment ergonomique. J'apprécie vraiment, j'apprécie vraiment. Quel wallet utilises-tu toi, Youssef? Dans Cosmos, Kepler. Mais honnêtement, heu, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'abstraction parce que IBC, c'est complexe à comprendre et le problème que je vois, c'est que, hem, Kepler, quand ils font de l'intégration, on dirait qu'ils s'adressent aux gens qui sont déjà initiés. Or, si on veut ramener des nouveaux utilisateurs, il faut qu'on arrive à un point où un utilisateur utilise IBC sans le savoir, en gros. Et c'est pas encore le cas. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. J'utilise Kepler parce que j'ai pas le choix. C'est un des meilleurs en termes d'utilisateur expérience, mais on est encore très loin, à mon avis. Donc, c'est compliqué, Kepler, à comprendre. C'est pas facile à comprendre. Pour quelqu'un qui est là depuis le début, oui, mais pour quelqu'un qui connaît rien à la crypto et qui veut rentrer dans Cosmos, je pense que Kepler est encore assez loin de la. Il faut qu'il y ait de l'abstraction à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de savoir est-ce que j'ai du Atom sur Osmosis ou est-ce que j'ai du Atom sur le Cosmos Hub. Je dois juste, si j'ai du Atom, je dois être capable de le changer, puis c'est tout. Je m'en fous de savoir où est-ce qu'il est mon Atom. Même chose pour toutes les autres tokens. Je m'en fous de savoir est-ce que je dois payer avec Atom ou est-ce que je dois payer avec Osmo ou est-ce que je dois payer avec Juno. À partir du moment où il y a du gaz quelque part, je dois être capable de payer. Donc, l'expérience On en utilisateur, je parlait pense. même le gaz abstraction, enfin expliquer parfois aux personnes lambda, mais qu'est-ce que c'est le gaz? C'est pas facile. Enfin, il y a toute une éducation, mais on voit que même ça parfois, faut l'expliquer et mettre l'accent sur ça parce que parfois en fait des personnes ne comprennent pas et sur cet écosystème, on peut choisir parfois entre un token ou un autre. Alors c'est cool, sur Atom, enfin sur d'autres écosystèmes, hein, on peut choisir, dans quel token on veut payer ses frais. Mais en fait, pour les nouveaux et ben c'est très compliqué à mettre en place dans leur Exact. tête au début et parce que nous, on voit les évolutions, mais pour quelqu'un qui arrive, il comprend pas, il sait pas lequel choisir et c'est pas évident, au tout début, hein, pour quelqu'un. Même le rapatriement des jetons d'Atom à Osmo, au départ, n'est pas facile dans, pourquoi je dois aller dans Asset, déposer alors que je l'ai déjà mis sur une adresse d'Atom, sur mon échange. Enfin, voilà, il y a parfois, il y a encore des choses à faire. En fait, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'étapes qui ne sont pas nécessaires, par lesquelles on passe aujourd'hui. Et si on veut ramener 10, 100 millions d'utilisateurs en plus, il va falloir supprimer ces étapes. C'est juste ça. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc, Avec le il- stablecoin du USDC, peut-être aussi ce sera une rampe beaucoup plus facile parce que les personnes vont pouvoir peut-être venir directement avec, du stablecoin sur une chaîne, enfin, et ça peut être un élément qui est à prendre en compte en tout cas parce que ça peut ramener d'un coup de la liquidité
et après ça peut se desservir sur d'autres protocoles, donc Ouais. ça peut être aussi Ce que je pense, c'est que Cosmos a un plus gros challenge que tous les autres Layer 1. que Polkadot, bien Ouais, sûr, Avalanche. oui, parce que de par son design justement, qui est l'internet des blockchains, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'acteurs dans l'écosystème et que ça rend les interactions plus compliquées versus simplement Ethereum ou Arbitrum ou Optimism. Donc je pense que de notre côté, on doit faire plus d'efforts sur l'utilisateur expérience que d'autres écosystèmes afin d'avoir, de bons résultats. Je pense que c'est absolument critique dans les mois à venir qu'on travaille sur ça. Tant qu'on était sur l'éducation, j'aurais aimé savoir si tu nous conseillais un petit peu s'il y avait un site internet, un compte Twitter à suivre en particulier que tu pouvais conseiller pour les gens qui souhaitent justement évoluer, découvrir l'écosystème, etc. Alors, est-ce que c'est en rapport avec notre propre accélérateur ou l'écosystème en général? Les deux. Les 2, OK. Bah, nous, on a notre site web qui c'est, bah, ça serait bien que peut-être vous le mettiez en description à la fin Yes. de donc atomaccelerator.com. On est très actif sur Twitter. Si vous voulez aller voir, Je bah, vais mettre twitter.com, /atomaccelerator, je pense. On publie également, sur Medium, lorsqu'on a quelque chose d'important à annoncer. Donc on a une page Medium qu'on peut trouver sur notre site web et puis on publie, nos rapports de transparence aux 2 mois, dans lesquels, on donne toutes les informations sur combien on Mmh. a dépensé, combien est-ce qu'il reste sur le wallet. Donc on publie nos on-chain wallet et on donne des updates, sur toutes les applications qui ont été acceptées, où est-ce qu'ils en sont, combien a été payé, combien n'a pas encore été payé, combien a été fait voilà, si vous le voyez là, le 4 est publié du 27 septembre. Donc on dit aussi le taux de réalisation des projets. On publie là-dedans aussi tout ce qui est conflit d'intérêts. euh, donc c'est des gros rapports, assez, comment dire en anglais, comprehensive. vous êtes combien dans l'équipe, Youssef, Alors chez Atom Accelerator? on est 11, donc on est 7 sur le comité qui revoit et qui décide des bourses. On est 3 sur ce qu'on appelle le oversight, le comité de oversight, qui est celui en fait qui est chargé de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus au niveau du DAO, que l'argent est bien dépensé, qui est aussi celui chargé de tout ce qui est rapport de transparence et qui gère aussi tout ce qui est conflit d'intérêts, éthique, etc. Donc ça, c'est 3 personnes. Donc ça fait 10 et la 11e personne, c'est ce qu'on appelle le technical lead qui, en fait, nous aide avec la vérification diligente avant qu'on donne les bourses, mais aussi une fois que la bourse est donnée, qui s'assure que les milestones sont bien exécutés, donc avec des revues de code périodiques pour s'assurer que ce que, ce que la team nous dit, donc la team qui a reçu la grant, ce qu'elle nous dit, est cohérent avec ce que le technical lead identifie avec le code. Donc, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gap. Si la team nous dit on est à 70% ou 75% complet, alors que le code dit que c'est juste 25%, ben, ça crée un flag qui va faire qu'on va agir. Donc, on est 11. Pour l'année prochaine, on va, je pense, réduire un petit peu l'équipe parce qu'on veut changer un petit peu la manière dont le programme marche, comme je vous l'ai dit au début de l'appel, qui est qu'on va avoir moins de grandes ouvertes et plus de grandes en haute priorité, plus de bourses en haute priorité. Et donc ça veut dire on n'aura pas forcément besoin de 7 personnes sur le comité de review. On va probablement passer à 5 et on va rajouter des éléments sur comment faire les grants stratégiques. Donc, on va rajouter un manager produit, gestionnaire produit, qui va être responsable lui-même de faire ce travail de recherche et d'identifier c'est quoi les bourses les plus intéressantes pour nous. Ensuite, aller chercher les équipes qui vont travailler sur ça. Donc, c'est vraiment du outbound, contrairement à maintenant où c'est essentiellement du inbound. Et ensuite, faire toute la gestion de projet Intéressant. derrière. Et comme tu évoquais, il y a moi, j'avais peur aussi
de quelque chose, c'était les lobbies sur les fondateurs parfois qui pouvaient aussi s'entendre avec certains validateurs, sur certains validateurs qui pouvaient évoquer de ne pas voter ou voter quelque chose. Ça, sur l'inter-chain security, je me suis toujours dit, bah, parfois on peut dire que tout est rose, mais dans la réalité, hem, il y a du lobby partout, il en faut, mais parfois, est-ce que ça va pas prendre des positions à long terme pour Atom? Eux, ils ont pas un intérêt pour leur propre projet personnel et ça peut impacter leur vision neutre. Et je me dis à chaque fois où est-ce qu'il est le lobby? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Parce qu'il en faut, mais est-ce que le curseur est bon? Et j'en vois pas beaucoup, mais je me demande où il est sur Atom, par rapport aux fondateurs. Est-ce qu'il peut y avoir des ententes avec certains validateurs et des pressions ou pas? Est-ce que toi, Heu, tu en vois, Youssef, des pressions, ou des lobbies? je pense que, oui, il y a des lobbies, je dirais pas dans un sens très inquiétant, mais c'est sûr que oui, il y a des tentatives de lobbyisme. Maintenant, je pense qu'il y a une façon d'adresser ça qui va probablement être très efficace, qui est on est en train de travailler, je sais qu'il y a des initiatives à droite, à gauche dans Cosmos qui veulent séparer, le vote, le processus de vote versus le processus de staking. Et ça serait un changement extrêmement profond. Ça veut dire quoi? Je Ça veut savais dire pas. que ça veut dire que, je peux supposons que j'ai 1000 atomes, je peux déléguer le vote à, un politicien, mais je peux mes atomes sont délégués à un validateur. Donc le validateur sécurise la blockchain parce que il faut être clair. C'est quoi le rôle du validateur dans le proof of stake? Ça veut dire que quelqu'un pourrait déléguer en fait, chez Binance via l'interface Kepler chez Binance, mais voter quand même Oui, avec cette solution? oui, c'est-à-dire que, bah, moi, je ne vais pas prendre l'exemple Binance parce que l'exemple Binance, Non, moi non plus. Enfin, je retire c'est un Binance. validateur centralisé. Mais moi, je vais donner un exemple. Ce que je pourrais faire, si moi j'ai 1000 atomes, ok, et que toi, Antoine, tu as un validateur qui s'appelle Antoine le validateur, d'accord? Je vais te déléguer mes 1000 atomes pour une seule raison, c'est pour que tu sécurises la blockchain, d'accord? Donc proof of stake. Par contre, je ne vais pas te déléguer mon vote. Je vais déléguer mon vote à Magali, qui est une politicienne de Cosmos, avec qui moi je suis plus aligné spirituellement. Par exemple, j'aime comment elle vote, j'aime ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, je me trouve aligné avec ça. Et donc, je ne veux pas te donner à toi, Antoine, le droit de vote sur mes tokens. Je te donne le droit de sécuriser la blockchain avec mes tokens, mais pour voter, je donne ça à Magali. Et je pense que si on est capable de créer cette séparation, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir ces lobbies, etc. Parce qu'aujourd'hui, les validateurs ont énormément de pouvoir. Vraiment, ils ont Mmh. beaucoup de pouvoir. Et je pense que ça, c'est une façon de réduire ce pouvoir et de professionnaliser la profession. Moi, je pense qu'un validateur, il doit davantage penser au côté infrastructure qu'au côté politique. Être sur deux fronts, qui est le front infrastructure et le front gouvernance. Je pense que c'est encore une fois trop de pouvoir sur la même organisation et que c'est une bonne idée Mmh. de scinder les deux en deux entités séparées. Il y a le projet Engine Protocol et comme tu disais, le trading, je pense qu'il y en a besoin sur les écosystèmes, blockchain et il y a des personnes qui aiment, prendre des positions à levier. Et il y a par exemple l'Evana aussi, protocole qui s'est récemment. Mmh. Hem, Qu'est-ce que tu en penses en tout cas de cette plateforme de trading? Est-ce qu'il en faut dans l'écosystème? Est-ce que tu trouves qu'il en faut plus? Est-ce qu'il y aura pas après des choses à faire avec tous les jetons qui s'ajoutent au fur et à mesure sur ces DEX? On voit que, les CEX n'ont pas le vent en poupe. Qu'est-ce que tu en penses, de ces DEX sur l'écosystème? Alors, les DEX. Est-ce que tu es un trader aussi? Non, je suis pas un trader, non. Bah, je vais dire, du swing trading, oui, c'est, acheter dans un bear et vendre dans un bull, oui, mais pas plus que ça. Hem, sur les DEX, je pense qu'il y a une tendance, séculière de long terme qui fait que si on veut que la crypto et la blockchain réalisent ses promesses, alors si on part de cette hypothèse de base, c'est pour moi inévitable qu'on va de plus en plus bouger des SEX vers les DEX. Parce que les SEX, il y a un gros problème au niveau des régulateurs, des contrôles, etc. Et ce n'est pas du tout l'esprit de la crypto. L'esprit de la crypto, c'est je fais ce que je veux avec mon argent quand je veux.
et personne ne me dit quoi faire. Et ça, c'est les DEX. Donc, déjà conceptuellement, je pense qu'on a besoin de DEX. Et je pense aussi que dans les 5-10 prochaines années, je pense qu'aujourd'hui, la part dans le volume total de trading, elle est de plus en plus égale entre. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais je pense que euh, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec toute l'agressivité des régulateurs, les DEX ont rattrapé beaucoup de leur retard en termes de volume et que cette tendance-là ne va pas ralentir, à mon avis. Elle va continuer. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer, à mon avis, à investir dans ça, dans tout ce qui est produits dérivés, produits structurés, etc. Et il y a Maintenant, DYDX qui arrive, je crois, ouais, il y bientôt a sur. DYDX qui arrive. Maintenant, moi, je ne suis pas un grand fan je ne suis pas un grand fan de la DeFi telle qu'elle est pratiquée. Je pense que dans la blockchain, il y a des problématiques beaucoup plus intéressantes à considérer, à traiter, comme par exemple l'identité décentralisée. Par exemple, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est en train de se développer de manière incontrôlée, très rapidement, on va être dans une situation où on sera plus capable de naviguer le web. Pourquoi? Parce que je ne saurais pas, est-ce que je parle à un humain ou est-ce que je parle à une intelligence artificielle? Ça, c'est un énorme problème. Et j'aimerais voir des solutions plus intéressantes développées sur, OK, comment je peux savoir que Youssef, c'est Youssef? Comment je peux savoir que Antoine, c'est Antoine et que Magali, c'est Magali? Et que ce n'est pas des intelligences artificielles qui se font passer pour Antoine, Magali et Youssef. Je pense qu'on a une urgence à travailler sur cette solution. Donc, la DeFi, je ne dis pas que Les c'est pas bon. ZKP, les ZKP sur Cosmos, le jour où il y aura une compatibilité, en tout cas, ça pourra faire quelque chose Ouais. de ce style-là. En tout cas, pour l'identité, ça pourrait être peut-être Ouais, l'argument. moi, tout ce que je dis, c'est que la DeFi, c'est nécessaire, c'est un produit qui est inclusif, c'est un produit qui donne accès aux masses dans le monde entier, en supposant qu'on arrange un peu l'expérience utilisateur. Et donc, le produit market fit, il est clair et net. Je veux dire, c'est évident. Je dis juste que je vois beaucoup trop d'intérêt dans le DeFi et donc beaucoup de copier-coller, énormément de copier-coller sur des protocoles qui font exactement la même chose dans le même écosystème, alors que je pense que ça serait bien d'avoir un peu plus d'attention sur des verticaux différents qui apportent des valeurs de proposition différentes. Donc, j'ai juste donné l'identité décentralisée comme exemple où il y a une urgence et où je ne vois pas encore beaucoup de, de solutions. Mais oui, il faut continuer à investir dans la DeFi. Et ces protocoles-là dont vous parlez, le liquid staking, tout ça, c'est nécessaire pour que la liquidité pick up et que Cosmos continue à jouer un rôle important. C'est-à-dire, si c'est fait ailleurs, il faut que ce soit fait sur Cosmos aussi, je pense. Ouais, je te rejoins complètement. Magali, toi, si tu avais une dernière question, moi, c'était bon, Youssef. Et puis, je sais Non, que alors j'allais rebondir sur l'intelligence artificielle, mais faut peut-être pas que je me lance quand je vois le, le timing. Faut aussi qu'on rentre dans le format. Toutefois, ça rebondit avec une question d'actualité dont on aime bien parler avec Antoine, puisqu'on avait évoqué le projet WorldCoin avec Sam. D'autant plus intéressant d'en parler aujourd'hui, puisqu'ils ont le projet ont fait ses propres recherches, attention, c'est dangereux, etc. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne feraient plus leur reward en USDC, mais dans une crypto, je sais plus laquelle. Et du coup, ça me fait rebondir un petit peu sur blockchain, intelligence artificielle, ce fameux projet WorldCoin qui fait peut-être de l'ombre un petit peu à l'utilisation que la blockchain peut faire de l'intelligence artificielle. Et voilà, j'aurais aimé un peu avoir ton avis sans tomber non plus dans le drama de Moi, moi, l'intelligence moi, moi, artificielle va tout ouais, manger. je te donnerai mon avis. C'est un sujet passionnant et il nous reste environ 2 minutes. Mais Ouais, voilà. je te donnerai pas mon avis sur WorldCoin, je te donnerai mon avis sur l'intersection entre la crypto et Et la l'intelligence blockchain. artificielle. Je pense qu'il y a une très forte intersection et les gens ne le réalisent pas. Parce que euh, la blockchain, à mon avis, c'est la plateforme de choix pour la dissémination très rapide des agents autonomes. Parce que les agents autonomes, ce qu'ils veulent, c'est instant finality, donc le settlement instantané de la transaction, pas attendre 3 jours que la Société Générale autorise la transaction, il faut que ce soit fait vite, il faut que ce soit fait sans demander d'autorisation, et il faut que ça puisse avoir des wallets. Et je pense donc qu'à terme, moi je pense que dans 5, 10 ans, 20 ans peut-être, 99,9% des transactions sur la blockchain ne seront pas faites par des humains, seront faites par des machines. Et que la blockchain sera la plateforme, l'infrastructure financière de l'intelligence artificielle. C'est très profond. Il faut bien y réfléchir.
Moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est la première chose. Pardon, Oui, vas-y, vas-y. allez, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a il y a quelque chose de très intéressant à explorer dans le blockchain avec l'intelligence artificielle, c'est la gouvernance. Parce que, si on suppose que ces agents d'intelligence artificielle vont devenir de plus en plus autonomes avec le temps, ça veut dire qu'ils vont devoir se gouverner et que Cosmos est très bien placé pour la gouvernance dans l'écosystème blockchain en général. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer avec l'Atom Accelerator ou à travers d'autres casquettes, qui est comment est-ce qu'on peut faire pour bâtir des systèmes de gouvernance décentralisés pour les machines. Parce que l'intelligence artificielle doit fonctionner en open source. Ça, c'est très important. On peut pas, c'est trop dangereux pour qu'on puisse le faire Meta dans un laboratoire ou OpenAI dans un laboratoire. Et donc, si c'est open source, ça doit être sur la blockchain. Et si c'est la blockchain, ben pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une gouvernance décentralisée? Et ben, merci beaucoup, Youssef, d'avoir répondu présent Très et d'avoir intéressant. répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci Youssef. beaucoup et je vous dis à très bientôt. Puis Yes. hâte de revoir l'enregistrement. Merci de m'avoir reçu.